À partir du 1er mars, les règles de stationnement changent à Sarreguemines. Fini les zones bleues et les places 10 minutes avec de gros changements de tarifs. Objectif, éviter la saturation des places de parking et favoriser la rotation des véhicules en centre-ville. Une phase de pédagogie est prévue jusqu'à la mi-mars. À Arronnes, la seconde phase des travaux de la rue de l'Étang vient de s'achever. Après l'enfouissement des réseaux secs, place à la dernière étape du chantier, poser des conduites d'eau potable pour viabiliser les parcelles et raccorder le futur lotissement. 30 arbres malades ont été abattus au parc municipal de Sarreguemines. Rongé par le scolite, un insecte ravageur, il représentait un danger pour la sécurité des promeneurs. Pour compenser, la ville va replanter une vingtaine d'arbres avec des essences plus variées l'hiver prochain. Deux nouvelles enseignes viennent d'ouvrir leurs portes sur l'avenue marchande de Grosse-Bliederstroff. La boulangerie Marie Blachère et le primeur Mangeons Frais. Installées côte à côte, elles prennent place dans les locaux de l'ancien commerce Toto. Jusqu'à samedi, la médiathèque de Bitche expose des dessins sur le thème du soin. Un projet artistique mené par l'illustratrice Virginie Bergeret avec les résidents du foyer médicalisé d'Anchambert. Portraits, croquis et peintures issues d'ateliers thérapeutiques sont à découvrir. À Sirstal, la jeunesse donne un nouveau souffle aux Plattes à travers le théâtre. Depuis près de 20 ans, la troupe Es Fresche Theata intègre des ados à ses spectacles en langue régionale. Elle donnera une dernière représentation ce week-end à Meisenthal. La saison des carnavaliers bat son plein en Moselle. À Sarreguemines, chars et carnavaliers défileront dimanche après-midi après des semaines de préparation. En coulisses, les bénévoles s'activent pour peaufiner les costumes et les chars. Soyez les bienvenus sur Mosaïque Cristal, merci de nous avoir rejoints. Vous regardez le 30 minutes, votre émission d'information quotidienne. 2 mois après le cyclone Chido, Mayotte pense ses plaies. Le 101e département français fait face à une crise humanitaire sans précédent. Des secouristes venus de toute la France sont allés prêter main forte, dont Arnaud Young et Nicolas Raucher, 2 bénévoles de la Croix-Blanche de Moselle. Ils seront nos invités en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, place à l'actu. On commence avec ces mauvaises nouvelles pour les automobilistes du centre-ville de Sarreguemines. Vous aviez peut-être l'habitude d'utiliser les zones bleues et les places de parking 10 minutes. Eh bien, sachez qu'à partir du 1er mars, ce ne sera plus possible. Elles vont disparaître. En parallèle, certains tarifs vont baisser, tandis que d'autres, au contraire, vont augmenter. Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Le changement de marquage au sol, c'est peut-être le symbole de la modification des règles de stationnement à Sarreguemines. Car oui, il faudra s'y faire, à partir du 1er mars, les règles pour se garer sur des places payantes évoluent. Les zones bleues et les places 10 minutes disparaissent. Il y aura désormais des zones vertes et des zones rouges sur l'ensemble du périmètre du centre-ville. Les zones vertes correspondent au parking de la Poste et de l'Hôtel de Ville. À ces endroits, à partir du mois prochain, les automobilistes disposeront de 30 minutes gratuites. Au-delà de cette durée de stationnement, les tarifs seront plus élevés que ceux qui s'appliquent aujourd'hui. Ailleurs en voirie, en zone rouge, les automobilistes bénéficieront de 15 minutes de stationnement gratuit, mais comme pour ceux qui se gareront en zone verte, il faudra qu'ils prennent au préalable un ticket à un eurodateur ou via une application mobile. Passé ce quart d'heure, les tarifs évolueront nettement à la hausse par rapport aux tarifs actuels, ils seront doublés. Si vous pensez rester garé plus de 2 heures au même endroit, il deviendra plus judicieux de se rendre sur les parkings en ouvrage du Moulin et du Carré Louvain. Le tarif sera en effet moins cher. Aujourd'hui, le parking du Carré Louvain est assez peu utilisé par les automobilistes, notamment le plateau supérieur où vous êtes aujourd'hui quasiment certain de trouver une place. Ces modifications des règles de stationnement à Sarreguemines sont pleinement assumées par la municipalité. Le constat, c'est un peu le même que dans d'autres villes, dans d'autres centres-villes, c'est que nous devons favoriser la rotation des véhicules dans le centre-ville. On s'est rendu compte que trop souvent, sur les zones bleues, sur les zones 10 minutes, les utilisateurs restaient garés et empêchaient finalement ces places d'être utilisées par des clients des boutiques du centre-ville. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er mars. Il y aura une période de tolérance. Je tiens quand même à rassurer tout le monde en vous disant qu'il y a quand même une phase d'adaptation, une phase de pédagogie pendant 15 jours à partir du 1er mars où évidemment nous ne sommes pas là pour verbaliser à tout va. Les utilisateurs qui n'auront peut-être pas acquitté le droit de stationnement auront par voie de flyer apposé au pare-brise simplement un petit rappel et je suis sûr que dès que les nouvelles habitudes seront prises, chacun s'acquittera de son stationnement comme il est de coutume de le faire.
Ces changements de règles au niveau du stationnement interviennent dans le cadre de la nouvelle DSP confiée à Indigo pour 12 ans. De son côté, la société s'engage à réaliser plusieurs chantiers comme l'installation de caméras, la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques ou le changement du portail d'entrée du parking du Carré-Louvain dès cette année, ou le ravalement de la façade et la réfection du marquage des places de stationnement au parking du Moulin, des opérations qui doivent aussi être réalisées en 2025. La philosophie générale des travaux, c'est de répondre à des nécessités d'embellissement du parking, à des nécessités de rénovation du parking, de répondre à des attentes également des clients, notamment pour les bornes de recharge de véhicules électriques qui sont un véritable besoin pour la recharge de leurs véhicules. Et on estime le montant de ces travaux, alors pas uniquement ces travaux qu'on va réaliser en 2025, mais l'ensemble des travaux qu'on va réaliser sur 2025, 2027 et 2029 à plus de 1 million d'euros de travaux. Des milliers de flyers doivent être distribués prochainement à Sarreguemines. Ils seront là pour rappeler les changements de règles et pour informer les automobilistes sur la possibilité de prendre des abonnements mensuels et annuels pour se garer en zone verte et au parking du Moulin. Vous retrouverez aussi l'emplacement des parkings qui resteront gratuits à proximité du centre-ville. Direction la rue de l'Étang, à Arronnes, où là aussi il va y avoir du changement dans l'espace public. Le projet de lotissement se concrétise. Les parcelles sont désormais viabilisées et raccordées au réseau d'électricité, d'eau potable et d'assainissement. Un chantier en 3 phases, dont les 2 premières, d'un montant d'environ 426 000 euros, ont bénéficié de 80 000 euros du département et d'une aide d'Enedis. Les travaux entrent dans leur dernière ligne droite. Précision avec le maire de la commune, au micro d'Emilia Zell. Alors d'abord, rappelez-nous un peu les travaux qui ont été faits dans la rue de l'Étang. Alors, pour parler des travaux de la rue de l'Étang, il faut venir légèrement en arrière, parce que dans les années 2020, dans la rue de l'Étang, les terrains étaient en zone constructible, mais n'étaient pas constructibles parce que c'était des bandes horizontales, et les terrains n'étaient pas assez profonds pour construire. Donc l'ensemble de ces propriétaires se sont mis autour de la table ici, avec le géomètre et puis le bureau d'études, et d'un commun accord, ils ont fait arpenter les terrains pour en faire des terrains à construire plus rectangulaires et donc avec des largeurs suffisantes. Et donc une fois que cela a été fait, donc on a commencé à travailler sur les réseaux humides. Donc on va dire réseaux humides, c'est l'assainissement et l'eau potable. L'assainissement qu'on a descendu un peu en profondeur au démarrage, et on a fait une extension sur la suite pour avoir une longueur suffisante jusqu'à la fourche qui ira plus tard, qui va vers l'étang aujourd'hui, qui ira plus tard vers le lotissement. Donc, première phase, donc les réseaux humides, et deuxième phase, les réseaux secs qui ont été faits en 2024. Donc le téléphone, tubéo et puis l'électricité et la pose bien entendu de l'éclairage public. Alors la prochaine phase, ce sera une phase qui sera réalisée ici en 2025, c'est le bouclage de l'eau potable. Donc on va faire une conduite qui va passer par des terrains privés pour faire un bouclage d'eau potable, pour sécuriser le réseau d'eau potable. Et alors pourquoi c'était important de les réaliser, ces travaux ? Alors, ces travaux, alors c'était intéressant de les réaliser pour la raison que je vous ai citée, c'est-à-dire qu'on a alimenté des terrains privés à construire dans 2 terrains communaux. Et puis, c'est des réseaux qui vont alimenter le futur lotissement, pour lequel nous avons déjà le permis d'aménagement qui a été validé fin d'année dernière. Mais à l'heure actuelle, nous travaillons sur la loi sur l'eau pour le lotissement, et puis vers le mois de mai-juin auront lieu les fouilles archéologiques pour le lotissement. On continue à parler travaux avec cet important chantier au parc municipal de Sarreguemines. Une trentaine d'arbres fragilisés par le scolite, un insecte ravageur, ont dû être abattus pour garantir la sécurité des promeneurs. Mais pas question de laisser le parc se vider de sa végétation. De nouvelles essences plus adaptées aux conditions climatiques seront replantées. En reportage. Partout dans le parc, des troncs à terre, desséchés par le scolite. Ces conifères, parfois centenaires, menaçaient de tomber. Ils ont donc été abattus par une entreprise spécialisée. C'est très courant qu'on intervienne sur beaucoup de parcs comme ça, aussi bien dans ce secteur ici que près de nous de Metz. On a fait une première intervention d'une semaine il y a 2 semaines exactement. Et puis cette semaine, donc il restait 2 jours d'abattage. Et là il nous reste 2 jours pour
tailler certains arbres en particulier en bois mort, pareil, mettre en sécurité sur des chemins et tout ça. Encordés à plus de 15 mètres de hauteur, les professionnels ont procédé par démontage, coupe des branches une à une, puis sectionnement du tronc. Aujourd'hui, l'heure est à l'élagage des arbres encore en place. C'est pour installer les grosses cordes, pour après du coup faciliter l'accès à l'arbre, quoi. Voilà. Vous allez faire quoi en haut? En haut du coup, c'est là aujourd'hui sur l'arbre là, c'est avec du nettoyage. Ouais voilà, c'est ça, tout ce qui est mort, quoi. Tout ce qui est mort, et puis si après il y a des branches qui sont fracturées ou pendues dans l'arbre, on fera du nettoyage principalement, quoi. Mais pas question de laisser un vide dans le paysage. Une vingtaine d'arbres seront replantés l'hiver prochain avec des essences plus variées et résistantes à la scolite. Ça va déjà plus des conifères. L'épicéa, c'est un arbre de moyenne altitude qui est normalement pas prévu pour de la plaine, hein, et donc c'est vrai que beaucoup d'épicéas ont été plantés il y a 50-60 ans. Maintenant, il va falloir réfléchir sur des variétés beaucoup plus adaptées au réchauffement climatique. L'opération s'achève ce soir. Au printemps, de nouveaux diagnostics seront réalisés. Ainsi, d'autres arbres malades pourraient être abattus dans la ville. Allez, changeons de décor. 2 nouvelles enseignes viennent d'ouvrir leurs portes dans l'avenue marchande de Grosse-Bliederstroff. Elles sont situées côte à côte dans l'ancien commerce Toto. Marie Blachère et Mangeonfray. Reportage de Marie-Morgane Pires. Une cinquantaine de curieux ont pu découvrir en avant-première la nouvelle boulangerie Marie Blachère. Un jour avant l'ouverture officielle mercredi, ils ont pu visiter les locaux de la boulangerie installée à Grosse-Bliederstroff, de la boutique au laboratoire. La chaîne est déjà présente en Moselle-Est, notamment en zone commerciale de Sarreguemines. 15 personnes ont été recrutées pour ce nouveau commerce. Juste à côté, un primeur a pris place. L'enseigne Mangeonfray du groupe Marie Blachère a ouvert au même moment. Il s'agit de la 4e enseigne implantée en Moselle, la première sur l'arrondissement de Sarreguemines. 4 personnes ont été recrutées pour gérer ce commerce spécialisé dans la vente de fruits et légumes. De la nouveauté pour redonner de l'espoir à l'avenue marchande de Grosse-Bliederstroff. Puis autre nouveauté, toujours dans l'avenue marchande de Grosse-Bliederstroff, l'ouverture d'un dog wash. À l'instar des stations de lavage automobile, c'est un espace où vous pouvez laver et sécher votre chien en toute autonomie avec des équipements adaptés. Le local est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h, du vendredi au samedi jusqu'à minuit et le dimanche de 18h à minuit. Le week-end approche, voici donc une idée de sortie. Jusqu'à samedi, la médiathèque de Bitche propose une exposition réalisée en partenariat avec le foyer d'accueil médicalisé d'Anchambert. Elle s'intitule « Des dessins et des œuvres ». Les œuvres ont été réalisées par une illustratrice lors d'ateliers de thérapie par l'art, de médiation animale et d'équithérapie. Emilia Zell était sur place. Dans les couloirs de la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche, de nombreux dessins sont exposés depuis quelques semaines. L'exposition des dessins et des soins est le résultat d'un projet artistique mené par l'illustratrice et autrice Virginie Bergeret au foyer d'accueil médicalisé d'Anchambert. Sont exposés des portraits de résidents et des croquis des ateliers thérapeutiques réalisés par Virginie Bergeret et des peintures faites par certains résidents. Les dessins sont exposés du 25 janvier au 22 février. Le projet artistique a eu lieu dans le cadre d'un appel à projet de la DRAC et de l'ARS Grand Est. L'illustratrice a également réalisé un livre faisant office de restitution de son expérience au foyer entre septembre et décembre 2024. À Sirstal, les jeunes s'impliquent dans la transmission du Platt. Depuis près de 20 ans, Es Freche Theata propose des pièces de théâtre en langue régionale. Particularité de cette troupe, elle intègre des ados à son spectacle. Marie-Morgane Pires a assisté à l'une de leurs représentations le week-end dernier. Regardez. Wir haben immer gemeint, der Whisky ist ein Untergang. Aber nee, der Pedalo hat ne umgebrungen. Il n'avait même pas 10 ans la première fois qu'il est monté sur les planches. 5 ans plus tard, Baptiste Rohrbacher prend toujours le même plaisir à jouer les pièces en plate. Il a intégré la troupe des jeunes du Es Freche Theata de Sirstal. Avant la pièce des adultes, c'est le groupe des 9 adolescents qui ouvre la soirée. Cette année, avec une pièce intitulée Patrick Luxus Hotel. Wir haben ein Auto geliehen. B-E-M-E-W-E BMW. BMW, du Tolle.
c'est un peu de famille. Il y a tous mes cousins qui font ça et vu que j'aime bien faire rire les gens, je me suis dit pourquoi pas essayer. Justement, il y a des blagues qu'on ferait en français qui seront pas marrantes, mais vu que c'est en plate, ça rend la chose rigolote et ça fait du plaisir au public. Une particularité de cette troupe du Pays de Bitche, alors que le plate attire moins la jeunesse, ici, ils sont sensibles à sa transmission. C'est important, c'est fondamental parce que faut pas oublier de là où on vient, je pense que c'est important et faut toujours garder cette langue parce que c'est une langue qui se perd et c'est important de la garder. Ils sont merveilleux, déjà avec une diction en plate qui est juste exceptionnelle, juste excellente, et puis une pièce qui est vraiment très amusante. Des jeunes passent ensuite dans la troupe adulte, comme Alan qui a joué cette année dans la pièce en 3 actes, Katzenspring auf Internet. Les différentes générations se retrouvent aussi sur scène, comme Jérôme, qui a intégré pour la première fois la troupe cette saison. Il peut compter sur le soutien de sa grand-mère Annette, qui est souffleuse. La jeunesse donne un nouveau souffle au plate. Ce sont d'ailleurs des jeunes qui étaient à l'origine de la création de la troupe de Sirstal il y a bientôt 20 ans. La troupe a clôturé sa saison il y a quelques jours. Elle donnera une dernière représentation ce week-end à Meisenthal lors du festival Plate Show organisé par la CCPB. Le spectacle affiche un complet, mais il reste quelques places pour la pièce de la troupe de Volminster dimanche. Autre réjouissance, cette fois dans nos rues, c'est un rendez-vous incontournable en Moselle-Est et de l'autre côté de la frontière. En ce mois de février, vous l'avez deviné, on va parler de la saison des carnavals et des cavalcades. Des dizaines de chars et de carnavaliers vont défiler par exemple dimanche après-midi au centre-ville de Sarreguemines. Avant d'arriver à ce flamboyant résultat, il y a des semaines de préparation. En coulisses, c'est le grand rush pour confectionner les costumes et préparer les chars dans les temps. Reportage d'Emma Facchetti. Donc on met une petite huile de lin dessus pour protéger le bois et puis ça reste nature, quoi. Depuis 2 mois, ces 6 bénévoles découpent, peignent, mais aussi vissent pour construire un véritable char de 6 mètres de long. On a un escalier sur roulette qui suit le char voilà, pour pouvoir monter et descendre au gré comme on en a besoin. Cette année, ils ont décoré leur structure sur le thème de la fête de la bière. Donc on a un bar avec également des balancelles dessus où c'est que les gens peuvent s'installer pour boire un coup tranquillement en toute sécurité. Le tout à partir de matériaux recyclés. Les fûts que vous avez là sont à la base des bâtardeuses pour faire du lait. Voilà, ils ont été découpés en 2, on y a rajouté des banquettes. Éclairage, électricité, toiture amovible, barrière de sécurité, l'association a encore du pain sur la planche. Pendant ce temps, à l'autre bout de la Moselle, à Yange, attendez, faut que je retrouve ma pédale. L'heure est aux dernières retouches. Je monte la ceinture, couper les fils, faire l'ourlet, vérifier les essayages, voir s'il n'y a pas de faux plis et un dernier coup de repassage et voilà. Masque, chapeau, veste, jupe, ça fait plus d'1 an que la couturière confectionne son costume. Cette année, on est un peu sur le principe des premières suffragettes, les premières femmes qui ont manifesté un petit peu, ont repris le dessus par rapport à la jante masculine. L'inspiration, c'est souvent le public qui me la donne pour la fois d'après. En écoutant les remarques dans le public, en écoutant ce que disent les gens, ça me donne une idée pour la fois d'après. La créatrice laisse place à son imagination et ses envies, mais attention, au carnaval vénitien, il y a quelques codes à respecter. On ne doit pas avoir de peau et on ne doit pas pouvoir déterminer le sexe de la personne qui porte le costume. Donc en plus du costume qui doit couvrir intégralement le décolleté, on porte des gants, on se maquille le tour des yeux pour ne pas montrer de peau du tout. Une fois terminée, cette tenue qu'elle préfère garder secrète jusqu'au jour J s'affichera dans les plus beaux carnavals de la région. C'est impressionnant de voir les petites filles qui ont les yeux qui pétillent. Ah non, c'est... Alors faire une robe comme ça, ça prend plus de 100 heures de travail. Si c'est pour la garder chez soi et pas la porter, pas la montrer, ça fait un peu flop. Alors ouvrez bien l'œil, vous apercevrez peut-être ces costumes et ces chars dans les rues de la Moselle dans les prochaines semaines.
Et quitte à spoiler, je peux déjà vous confirmer que vous apercevrez ce char de Niederwiller ce dimanche à la cavalcade de Sarreguemines. Rendez-vous à 15h au centre-ville pour une pluie de bonbons et de confettis. Allez, hop! Dans un instant, nos invités du jour, 2 secouristes mosellans de la Croix-Blanche. On reviendra sur leur mission humanitaire à Mayotte le mois dernier. Mais avant cela, jetons un œil à vos prévisions météo avec Sandrine Serbino. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel sera encore très nuageux dans la matinée mais des éclaircies font ensuite leur apparition et prendront la place des nuages. Côté température, les minimales iront de 5 à 9 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain nous fêtons les Damiens et il fera jour de 7h28 à 18h01. Passez tous une belle journée et à demain. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À la Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Cette semaine, embarquez avec moi dans une nouvelle aventure en immersion, direction Montbronn pour découvrir les coulisses d'une scierie. C'est mon grand-père et son frère qui ont racheté ici le terrain militaire du dépôt de munitions et qui sont installés là. Et après, mon père a repris l'entreprise dans les années 93 ou 94. Et maintenant, cette année, on a repris avec mon frère. J'ai jamais conduit. Attends. Ah merde, c'est des pédales. C'est des pédales. Donc tu as les pédales, avance, recule, que tu viens de découvrir. Okay. Rendez-vous ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Je vous le disais en début d'émission, l'île de Mayotte a été dévastée par le cyclone Chido à la mi-décembre. La dépression a laissé derrière elle de nombreuses infrastructures en ruine et des habitants sans logement dans ce département qui est déjà le plus pauvre de France. Face à l'urgence, la solidarité s'organise. Des secouristes venus de toute la France sont intervenus pour porter assistance aux habitants. Parmi eux, 2 secouristes de la Croix-Blanche de Moselle, Arnaud Young et Nicolas Rocher. De retour après 2 semaines de mission, ils sont avec nous pour témoigner. Bienvenue à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes partis à Mayotte à la mi-janvier, 1 mois après le passage du cyclone Chido. Avant de rentrer dans les détails, comment cette opération s'est-elle ficelée ? On a reçu un mail 1 semaine avant notre départ, donc nous demandant si on était intéressé de participer à cette mission de soutien humanitaire. On devait donc prévenir notre entourage, prévenir notre employeur, s'il nous laissait partir, et pour moi ça a été un grand oui de la part de tout le monde, et c'était sans hésitation que j'allais partir là-bas. Et vous, Nicolas, quel a été votre sentiment au moment du départ ? Il y avait un grand sentiment de fierté, pouvoir s'engager dans une mission humanitaire, mais aussi le cœur s'est un petit peu serré, laisser sa famille, ses amis, l'entourage, des personnes qui comptent sur nous, pour qui on essaie d'être là au quotidien, et finalement partir aussi loin, c'est pas aussi évident que ça. Mais après, forcément, dans ma tête, c'était un grand oui pour partir à Mayotte. On connaît bien la Croix-Rouge, mais moins la Croix-Blanche, l'association dont vous êtes membre. Qu'est-ce qui les différencie ? Le type de mission, la Croix-Rouge est plus spécialisée en soutien humanitaire dans le monde entier. La Croix-Blanche, elle, participe plus à des missions de poste de secours. On commence à se développer dans l'humanitaire et on fait aussi des formations. Arnaud, à votre arrivée sur place, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Beaucoup décrivent un paysage apocalyptique. Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? C'est exactement ça. Quand on arrive sur Mayotte, on se rend compte qu'il n'y a plus de verdure, tous les arbres sont rasés. C'est assez apocalyptique, et plus on descend dans le sud, on se rend compte que cette population n'a pas encore eu d'aide par rapport au nord et au centre. Donc oui, c'est des paysages assez chaotiques. Je me tourne vers vous, Nicolas. Qu'est-ce qui vous a frappé personnellement quand vous êtes arrivé sur place à Mayotte ?
Je rejoins son opinion. C'est vraiment le fait d'arriver, de voir ces terres complètement rasées. Comme dit, oui, c'est vraiment le chaos, c'est désertique, c'est apocalyptique. Et c'est vraiment ça qui nous a choqués en dehors du climat un peu social et qui peut aussi régner là-bas. C'est vraiment cette désolation qu'il pouvait y avoir sur le territoire. Vous faisiez partie d'une équipe d'une dizaine de secouristes de la Croix-Blanche. Concrètement, quelles ont été vos missions ? Donc les missions, principalement, on était engagés dans une commune qui était Bandrélé. Principalement, c'était de dégager tout ce qui était les ravines, les rivières. Le problème du cyclone a beaucoup poussé tout ce qui était morceaux de bois, des troncs, ce qui a créé des embâcles. Et nous, notre mission, c'était justement de dégager ces embâcles pour éviter les inondations, vu que c'est la période des pluies. On pouvait très bien faire du bâchage de toiture, de la charpente et aussi de la distribution d'eau potable. Et le tout sous une pluie diluvienne, hein, on l'a vu sur les images juste à l'instant. Ça n'a pas été un frein ? Non, du tout. Justement, on avait une belle solidarité, une belle cohésion d'équipe. Et on ne va pas se mentir, des fois, cette pluie diluvienne faisait beaucoup de bien suite à la chaleur qu'on pouvait ressentir durant nos journées en mission. Arnaud, vous avez apporté des vivres ou des dons financiers lors de votre mission ? Or non du tout, nous on était sur place pour la main-d'œuvre, si on peut dire. Donc on a pu participer à une distribution d'eau potable qu'on fabriquait nous-mêmes avec un appareil destiné à ça. Et par contre on intervenait, comme dit, sur du tronçonnage, donc on a ramené notre propre matériel. On avait à peu près 1 tonne de matériel avec nous. Et le bâchage où on a mis en place une charpente provisoire avec des bâches pour que les habitants puissent retrouver leurs habitations. Et donc, hormis les difficultés qu'on vient d'évoquer depuis le début de cette interview, à quelles autres difficultés, problèmes sont confrontés toujours à l'heure actuelle les Mahorais ? La distribution de denrées, la distribution d'eau potable. Il manque cruellement de packs d'eau dans les supermarchés, ce qui commence à être un frein. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de coupures d'eau durant les journées, pendant près de 24 heures, 48 heures. C'est un réel problème. Et puis voilà. On le voit partout en France, les élans de solidarité se multiplient. La ville de Sarreguemines a récemment voté une aide de 2 000 € pour venir en aide aux sinistrés. Pour ceux qui souhaiteraient aider Mayotte, quelles sont les meilleures façons d'aider ? Eh ben, peut-être trouver des endroits où ramener des denrées alimentaires, justement. Et aussi, si je peux me permettre de dire, des dons financiers pour essayer de reconstruire l'île. Auprès de quelles associations on peut faire ces dons financiers ? Vous pouvez peut-être nous en citer quelques-unes ? Je pense que la Croix-Rouge organise ce type de récolte, de dons, et peut-être des autres associations locales qu'on ne connaît peut-être pas forcément, qui se sont créées pour ça, justement. Nicolas, revenons-en à votre association, la Croix-Blanche. Il y a 4 antennes en Moselle. Vous faites partie de celle de l'hôpital Carlin. Combien de bénévoles y sont engagés et avez-vous besoin de renforts ? Carlin l'hôpital, ce sera peut-être plus Arnaud. Moi, c'est plus côté Falsbourg. Donc nous, on est déjà une bonne vingtaine. On a la chance d'avoir des services civiques, des missions civiques qui viennent justement renforcer nos rangs. Après, comme dit, au vu du nombre de dispositifs de premiers secours qui grandissent, toutes les mains seront les bienvenues. On n'a pas de chiffres vraiment approximatifs nécessaires, mais plus on aura de personnel et mieux ce sera. Et alors, quel type de profil recherchez-vous ? Des personnes qui peuvent travailler en équipe, qui ne rechignent pas la tâche, peut-être des fois se retrouver les pieds dans la boue, ce qui peut être très probable. Et non, des personnes qui aiment travailler en équipe, principalement ça, avec une bonne mentalité, c'est très très bien. Au-delà des missions immunitaires, vous intervenez régulièrement ici dans le territoire, dans l'arrondissement de Bitche et Sarreguemines, notamment lors des grands événements. Oui, tout à fait. On intervient par exemple sur la cavalcade de Sarreguemines, dimanche. Et on est intervenu aussi sur des catastrophes comme les inondations qu'il y a eu l'année dernière. On intervient sur le Galaxy d'Amnéville pour tout ce qui est concerts et événements. On peut intervenir sur d'autres événements locaux dans la Moselle. Parmi toutes les missions que vous avez faites, y compris celle de Mayotte, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus que les autres ? Pas forcément une plus que l'autre, mais par exemple, on a monté entre 200 et 300 lits pour héberger les gens du TGV là, qui ont été bloqués sur Forbach, où là, on avait cette détresse des gens qui étaient bloqués une journée complète.
où ils ont pu discuter avec nous, on a pu échanger avec eux. C'était quand même assez on va dire, compliqué. Une dernière question avant de se quitter, comment peut-on vous soutenir? Bien évidemment en faisant des dons. La Croix-Blanche a grandement besoin de dons, ça reste une association, une fédération, et dans tous les cas il faut toujours du besoin. Au niveau de l'argent, on en a toujours besoin pour pouvoir acheter du matériel, financer des formations. Et donc forcément, les dons seront toujours les bienvenus pour nous aider à continuer ce genre de mission humanitaire ou alors des missions locales. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous sur Mosaïque Cristal.